Est-ce que ça a été une des raisons qui t'a fait quitter le salariat, justement? Complètement. Complètement. Moi, je pense que à l'époque, aujourd'hui, je réfléchirais un peu plus différemment, mais à l'époque, il y a 5 ans, c'était impossible pour moi de reprendre un emploi salarié. Vraiment impossible. C'est-à-dire que le salariat, on doit y être à 9h, 18h ou 17h, j'en sais rien. Euh, Mhm. et, euh, et en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Je peux pas dire, bah, cet après-midi, ça va pas. Bon, bah, je travaillerai plutôt ce soir, je prends mon ordi avec. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, en tout cas, d'entreprise qui permette ça. Donc, il y avait trop de cadres rigides. J'étais trop dans des trucs trop rigides. Et du coup, sans avoir cette possibilité de souplesse, c'était impossible. Je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que moi, en fin 2019, un matin, j'ai amené ma fille à l'école. J'ai amené mon fils chez la nounou parce que c'était ma course du matin, hein. Et je suis rentrée chez moi où normalement j'avais un petit quart d'heure de battement où là je faisais vite du rangement et tout. Donc bref, je m'arrêtais jamais avant de repartir au boulot. Où là en fait je suis rentrée, je me suis posée sur mon canapé et j'ai pas pu me relever. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Auto-entrepreneur. Avant toute chose, je souhaite vous présenter l'un des partenaires de choix du portail Auto-entrepreneur. Il s'agit de SumUp avec qui nous collaborons depuis déjà 5 ans. Alors SumUp, vous les connaissez peut-être déjà, c'est une solution pour faciliter le paiement des entrepreneurs avec des lecteurs de cartes. Alors, ils sont super pratiques, comme celui-ci, il est tout petit, il loge dans la main, c'est le Solo Lite. Que vous soyez en réunion, en déplacement ou sur les marchés, c'est la solution lorsque vos clients n'ont ni chéquier ou ni espèce. Eh bien, avec le lecteur de carte de SumUp, un petit coup de carte et le paiement est effectué en quelques instants. Vous vous posez peut-être aussi la question s'il est possible de payer si vous avez votre carte bancaire sur votre téléphone, sur votre smartphone. Et oui, bien évidemment, il est aussi possible de payer via votre smartphone sur les lecteurs de cartes de SumUp. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il suffit d'acheter le lecteur de cartes de SumUp et il est à vous. Et vous pouvez ensuite l'utiliser quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'abonnement. C'est-à-dire que si par exemple vous n'utilisez pas le boîtier pendant plusieurs mois, eh bien vous n'aurez pas de frais cachés. Ensuite, sur chaque transaction, il y a un petit pourcentage qui revient à ce meuble. Ce pourcentage, il est d'1,75% sur chaque transaction, quel que soit le montant de la transaction. Vous hésitez peut-être à vous procurer un lecteur de cartes avec ce meuble. Eh bien, n'attendez plus. Grâce à une campagne spéciale avec le portail auto-entrepreneur, vous pouvez obtenir le Solo Lite, le petit boîtier de SumUp, pour uniquement 14,99 € au lieu de 34 € habituellement. C'est tout de même une économie de 56%. Pour l'obtenir, rien de plus simple. Je vous mets tout de suite le lien en description pour obtenir le Solo Lite de SumUp pour 14,99 €. Dépêchez-vous, l'offre se termine le 15 juin. Encore une fois, merci à SumUp pour cette collaboration et pour cette offre exceptionnelle aux entrepreneurs. Revenons à notre invitée. Elle s'appelle Caroline, elle est aussi connue sous le nom Chargée de Tacom sur Instagram. Elle est créatrice de site internet et dans cette interview, nous sommes revenus sur son activité, sur sa micro-entreprise, mais aussi et surtout sur un sujet qui lui tient à cœur, qui est celui de la santé mentale en freelance. Le burn-out en entreprise, on en entend souvent parler, mais c'est vrai que lorsque l'on est en micro-entreprise, on est souvent isolé, on est souvent seul, et tous ces problèmes de santé mentale, on peut souvent les garder pour soi-même. Dans cet épisode avec Caroline, nous allons évoquer le sujet, elle va aussi vous donner des solutions, et même ces solutions qu'elle applique au quotidien pour réussir à gérer le stress et son activité de micro-entrepreneur. Allez, je vous en dis pas plus, bonne écoute. Bienvenue Caroline sur le podcast Auto-entrepreneur. Comment vas-tu? Bonjour Marik, bah écoute, ça va très bien aujourd'hui. Et toi? Eh ben, très en forme, je suis heureux de t'accueillir. Et pour commencer, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu te souviens de notre premier échange? Oui,
Je crois que c'était une critique sur Exactement. la lisibilité des posts Instagram. Exactement. Je vais revenir en décembre 2024, quelques mois en arrière. Sur Instagram, en effet, tu nous avais écrit au portail auto-entrepreneur. Excusez-moi, je ne veux pas passer pour une relou, mais j'ose parce que c'est vraiment difficile pour moi. Le contraste blanc sur vert est vraiment difficile à lire. Peut-être le passer en violet. Donc voilà, c'est comme ça que nous avons fait connaissance. À l'époque, tu avais donc. Tu étais revenu sur un de nos posts Instagram qui était difficile à lire. Et puis en fait, c'est ton métier, donc c'est assez normal de prendre la critique positivement quand tu nous l'avais faite. Bah, j'ai été Euh, étonnée de ce retour positif parce qu'on sait jamais comment ça peut être pris en face, en fait, hein. ouais, et ben, la première chose qui a été faite avec notre équipe, c'était justement de modifier le post. Et puis c'est vrai qu'après, on a suivi ton conseil, et puis on a fait un peu plus attention justement au contraste entre les couleurs pour que ça soit un peu plus lisible. Alors, cette remarque, elle vient pas de nulle part. Caroline, on te connaît aussi sous Chargé de ta com sur Instagram. Tu es créatrice de site web et spécialiste de la com. Peux-tu nous dire un petit peu, un peu plus sur ton histoire, sur ta micro-entreprise? Ben, moi, je suis micro-entrepreneur depuis 2020. Donc, le 1er avril 2020, c'est pas une blague. Vraiment, suite à vraiment une impossibilité de travailler en tant que salarié. J'ai eu plusieurs arrêts maladie parce que ça a été compliqué et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais trop besoin de liberté. Euh, et donc je suis devenue auto-entrepreneur en tant que chargée de communication spécialisée en D'accord. création de sites internet. Voilà, parce que je ne fais pas que du site internet. En fait, mon but, c'est de travailler tout autour de la communication vraiment des entreprises et des entrepreneurs avec le site internet comme base. Mais en fait, après, on a tous les outils qui se relient au site internet et qui permettent de travailler la visibilité. Donc, c'est vraiment ma vision, elle est beaucoup plus globale. D'où le chargé de Tacom et pas la conceptrice de site web. Ça s'explique maintenant. Voilà. Et donc, quelle est ta cible de clients pour qui tu es chargé de com, justement? Est-ce que ce sont des petites entreprises, des associations, des particuliers? Alors, pas de particulier. Généralement, ce sont des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises, les associations aussi. Après, c'est vrai que souvent, on a tendance à me dire que ma cible est trop large. Mais après, c'est vrai que naturellement, j'attire à moi des personnes qui généralement sont dans le soin, santé, bien-être. Avec d'autres clients qui, eux, par contre, sont totalement différents, comme la vente de containers maritimes ou ce genre de choses. Mais disons qu'à 90%, ouais, on est dans la santé, bien-être, le soin. Mais le soin, ça peut être très vaste. Par exemple, une photographe qui propose des séances photos pour que les femmes puissent reprendre confiance en elles et en leur corps. Je considère ça comme du soin, bien C'est que ce soit une original. activité photographique. Mais voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Donc on reviendra plus tard, mais sur l'aspect santé, hein, l'aspect santé qui est quelque chose de très important et qu'on va parler plus largement en fin d'épisode. Mais pour le moment, on va rester concentré un petit peu sur ton activité et plus précisément sur la micro-entreprise. Euh, Est-ce que quand tu t'es lancé en 2020, donc c'était un peu parce que voilà, c'était tout nouveau pour toi, est-ce qu'il y a eu des défis au lancement de la micro-entreprise? Ah oui, alors pas de défi administratif. J'ai trouvé ça assez simple finalement en France d'ouvrir sa micro-entreprise. Après, c'est vrai que du coup, on prend un petit peu des fois en pleine face les déclarations qu'il y a à faire, la taxe CFE. Ah, tiens, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours bien renseigné là-dessus. Mais non, en fait, mon défi a été plutôt intérieur vis-à-vis de moi, de bah, travailler vraiment la confiance en moi parce qu'en fait, pour pouvoir se vendre, se positionner, avoir cette assurance-là, bien que j'avais quand même plusieurs années en fait d'expérience en tant que salarié dans mon métier, où j'avais Mhm. travaillé dans plusieurs agences de communication publicitaire, agences événementielles sur Marseille.
Donc Mm. vraiment, il y avait de quoi me dire, bah, en fait, j'arrivais déjà avec un réseau et un bagou assez intéressant. Bah, malgré tout, se retrouver seul face à soi-même et de se dire, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Comment on va se vendre? Comment on va se valoriser? Et puis, comment se positionner en tant qu'expert? Parce que on a tendance, enfin moi j'ai eu tendance au départ, genre même quand j'ai créé mon site ou ma communication, à travailler ça un peu comme un CV. Mhm. CV, genre voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais non, en fait, faut pas du tout travailler comme ça quand on est en auto-entrepreneur. Faut changer sa vision et se dire qu'on n'est pas en mode CV, on est en mode voilà, voilà les problèmes que vous avez, voilà la solution qu'on peut vous apporter avec ces outils-là, ces outils-là. Et donc il y a un changement de posture. Voilà. D'accord. Et ça, Et, c'était compliqué. dans cette partie compliquée, justement, ton premier client, tu te souviens déjà, est-ce que tu te souviens de ton premier client? Oui, c'était ma première cliente. J'ai travaillé à peu près 3 ans avec elle. D'accord. Ça a été une expérience assez formatrice et malheureusement, ça s'est pas très très bien passé. Ça s'est pas très très bien fini parce que je pense que justement, comme j'étais un peu dans cette posture aussi de salarié et d'un manque de confiance en moi, j'ai travaillé pour une personne qui a réussi dans le temps finalement à en abuser. Et du coup, je n'avais pas pris vraiment la mesure de la valeur que je pouvais apporter, notamment bah, pour son association, mais aussi moi, ma valeur financière de mes projets. Donc voilà, donc techniquement, ça veut dire en gros, j'étais sous-payée et maltraitée. Ouais, Voilà. 3 ans, c'est vrai que ça commence à faire, ça commence à faire beaucoup en presta. Donc c'était peut-être des fois très proche de ce que tu peux avoir en expérience en tant que salarié aussi. Oui. Mm. Et donc voilà. Bon, en tout cas, tu te souviendras au moins de ta première cliente. Oui, mais Euh, c'est très formateur à chaque fois des expériences positives comme négatives, on en tire toujours une leçon. et donc tu disais sur cette difficulté aussi au départ, donc trouver des clients. Fixer ses tarifs, voilà, j'ai vu que tu avais posté quelque chose là-dessus très récemment. Est-ce que justement, au fil du temps, tu as changé ta stratégie pour fixer tes tarifs? Alors, j'ai changé déjà mes tarifs. En fait, la stratégie, c'est déjà d'analyser l'existant, de voir aussi quel niveau de vie on veut et comment être en accord avec ses prix. Et surtout, se détacher de l'avis que peuvent avoir les autres sur ces tarifs, sur nos tarifs, parce qu'en fait, on va toujours avoir de tout en tant enfin, des remarques aussi bien positives que négatives, mais on va toujours être pas assez cher pour certains et trop cher pour d'autres. Mm. Et donc du coup, le but, c'est vraiment d'être en accord avec soi-même et de ne pas, moi je pense que là où on peut se rendre compte qu'il y a un problème avec ces tarifs, c'est quand on a l'impression de travailler constamment, constamment, et qu'en fait ça rapporte jamais assez, jamais assez. C'est que là, il Eh y a un oui, problème de tarif, de valeur, bien sûr. en fait, ce qu'on vend. Et voilà, et donc après, mes tarifs, ils sont assumés, ils sont affichés. Et je sais que je n'accepte plus aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est négociation sur mes prix, où on va plutôt revoir si une personne n'a pas les moyens d'accéder à un de mes services. On va voir comment on peut débuter plus petit avec quelque chose de moins élevé en termes de tarifs, ou alors échelonner les Mm. paiements, etc. Mais c'est quelque chose maintenant, c'est très ancré. Ouais. Mes tarifs sont ce qu'ils sont et ils sont travaillés pour ça, quoi. Et je vois très bien bah, là comment tu m'en parles aujourd'hui, et puis j'ai vu sur tes posts sur Instagram récemment, ça donne vraiment l'impression que tu maîtrises ta tarification, que tu es heureuse avec ta tarification. Est-ce que justement, il n'y a pas eu des erreurs que tu as fait avant qui t'ont amené sur ce bon chemin, ou est-ce que dès le début, tu as été carré sur la tarification? Oh non, dès le début, j'étais pas carrée du tout. J'étais pas carrée parce que quand on débute avec un manque de confiance en soi, c'est très facile de perdre pied face à une personne qui dit bah là, c'est trop cher. Et je pense que tu fais allusion à ça pour Instagram. C'est Ouais. que j'ai changé effectivement aussi ma façon de parler de cette problématique du t'es trop cher. Parce que je pouvais aussi, c'est aussi des mots que je pouvais utiliser pour qualifier le travail d'autres personnes. Je pense Euh, qu'on le fait tous beaucoup, hein, oui, que ce soit pour d'autres métiers, des mm, artisans, je demande un devis pour un truc sur mesure, j'ai dis, oh, c'est trop cher.
Mm. Donc là, aujourd'hui, j'ai changé. Je ne dis plus c'est trop cher. Je dis je ne peux pas me permettre aujourd'hui de me payer ce service. Et donc, en fait, je ne dévalorise pas la personne en face et son travail et comment elle estime la valeur de son travail. Mais moi, par contre, j'intègre le fait que je n'ai pas les moyens aujourd'hui de m'offrir cette prestation. Mm. Et en travaillant ça sur moi avec les autres, j'ai pu aussi l'intégrer dans mes démarches auprès de mes clients ou en me disant que en fait, s'ils peuvent pas s'offrir mes prestations, plutôt que de me dire je suis trop cher et je dois être au rabais pour passer parce qu'en fait, c'est pas vrai. Voilà. Très bien. Euh, donc, a priori, tu disais tarification, ok, administratif, ok. Euh, Est-ce qu'il y a un point sur la micro-entreprise qui est pas ok pour toi ou tu as des difficultés? Euh, Tu j'ai gères. pas. Tout va bien. Non, c'est vrai. Je trouve que tout va bien. Après, il y a ce côté quand même. Pour l'avenir, parce que je me questionne sur la pertinence du statut pour l'avenir, Mhm. aussi bien pour les cotisations retraite, la maladie, parce que les risques sont quand même là et sont élevés, et je n'ai pas aujourd'hui d'assurance, par exemple, pour ce genre de choses. Et il va falloir sûrement que je m'y mette, mais sinon, non. Enfin. Peut-être, Ouais. j'ai même pas de crainte parce qu'ils avaient parlé de mettre la TVA à partir de De 25 25 000. 000. Et moi, je me suis dit, oh mon Dieu, ça y est, c'est pour moi parce que je sais que j'y suis si ça passe à ce niveau-là. Mais après, je me Mhm. suis dit, Tu travailles avec des bah professionnels, donc ça changerait voilà, pas grand-chose. voilà, j'aurais tout Mhm. simplement rajouté Mhm. 20% à mes tarifs existants. Mais ça a été un Mhm. gros débat. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que ne pas pouvoir rajouter 20% Eh à leur oui. prix. Et Mhm. du coup, ça questionne. Voilà, C'est vrai que pour les personnes dont les clients sont des particuliers, Hmm. ça aurait un impact évident. Oui. Mais toi, dans ta situation, vu que tous tes clients sont des entreprises ou des associations, bah, ajouter la TVA en plus, ça n'aurait pas d'impact sur tes clients. Donc, Mm. Oui, voilà, parfait. donc j'avoue que j'ai pas été dans la crainte. J'ai été dans le Mm. questionnement en voyant les autres et puis en me disant, mais est-ce que ça va passer ou pas? Parce qu'il y a surtout de ça. Parce Ouais. pendant un moment donné, on a eu un moment de flottement quand même. Mais sinon, Qui voilà. n'est pas totalement terminé. On en Non, non, reparlera, je mais pense, chut, à la fin de ça, l'année. non, le déni. Restons dans le déni, on a jusqu'à la fin d'année, on va pas. Ouais. Mais oui, je Euh, suis d'accord avec toi. donc, la création de sites web et la communication, donc c'était déjà ton domaine avant d'être en micro-entreprise. Mm. Euh, on va en profiter de ton expertise. Justement, aujourd'hui, une question toute simple. Est-ce qu'un site web, c'est essentiel pour un micro-entrepreneur? Et je pense que là, tout le monde s'attend à ce que je dise oui, et je vais dire non. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de l'activité et du canal d'acquisition avec lequel on est en accord. Il y a des personnes qui, en fonction de leur activité, et puis, enfin, je veux dire, on va prendre l'exemple, je sais pas moi, du boulanger du quartier. Est-ce que le boulanger, bon, il est peut-être pas micro-entrepreneur, Non, peut-être pas. mais c'est pour un exemple, voilà, qu'on peut tous peut-être un peu comprendre. Est-ce qu'il a besoin d'un site internet? Je ne pense pas. Je pense qu'une bonne fiche Google et travailler plutôt sa vitrine, ça lui suffit. Voilà. Donc, voilà, ça dépend le Ouais. positionnement qu'on veut avoir. Donc, oui et non. Après, c'est sûr que ça apporte un plus, ça apporte une certaine crédibilité, même si on n'a pas envie forcément de déployer un très gros site et de le faire vivre constamment pour travailler son référencement naturel et sa présence, on peut juste avoir quelque chose qui a le mérite d'exister. Une page. Une page, Ouais. un fameux site one page, par exemple, Mhm. qui sert pas au référencement, mais qui sert vraiment à appuyer une certaine présence et une crédibilité. Donc pourquoi pas? Et l'avantage, c'est que ça coûte moins cher qu'un site vitrine et qu'à l'entretien, ça coûte quasiment rien. Mhm. Mais c'est pas utile pour tout le monde. Non, je pense qu'il faut être vraiment au clair avec ça. Voilà, bon, on voit peut-être l'exemple du boulanger. Ouais. C'est rare, je pense, à un micro-entreprise parce Oui, que c'est bon, ça. il Après, j'ai faut. réagi. Mais peut-être, par exemple, un coiffeur ou une coiffeuse.
Ouais. euh, avoir voilà, une page sur les réseaux, Ouais. ça sera largement, ça peut être suffisant si déjà toute la clientèle est locale, quoi. Oui, ouais, voilà, meilleur exemple. La petite fiche Google aussi parce que c'est toujours utile comme ça, dire bah, voilà, on existe et ça rend un peu sérieux. Mm. Et puis, ça peut être le réseau local, les gens qu'on connaît, le bouche à oreille, quoi. Et Ouais. je trouve, en plus, ça me permet de dire que souvent, on a tendance à dire, ouais, le bouche à oreille, c'est bien, mais au début, ça dure pas et tout. Moi, je pense que c'est pas vrai, parce que c'est vraiment mon premier canal d'acquisition depuis 5 ans. Et vraiment, je trouve que c'est le plus qualitatif, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un site web, toi, d'ailleurs? Non, pas du tout, le cordonnier le plus mal chaussé. Non, je déconne. Oui, oui, j'ai un site web. J'ai un site web parce que déjà j'en vends, donc Ouais. j'ai quand même, enfin voilà, bah tiens, reprenons l'exemple de la coiffeuse. Si elle arrive avec une coupe de cheveux qui vraiment qui va pas, je pense que ça fait flipper quand même. Mais bon, voilà. Mais non, oui, j'ai besoin de ça. Et puis moi, je travaille mon référencement, donc ma présence Ouais. sur les moteurs de recherche. Donc j'ai Mm. obligatoirement un site internet et un blog que j'alimente régulièrement, et une newsletter régulière et des réseaux sociaux réguliers. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tu parles de blog. euh, on est en 2025. Le blog, est-ce que c'est dépassé ou c'est sous-coté? Carrément sous-coté. Carrément sous-coté, et je pense que peut-être, c'est pour les gens de notre âge à peu près, on va dire bientôt la quarantaine, Ouais. euh, on a cette image du blog, on a cette image du skyblog où tout le monde racontait sa vie en mettant des fois des lettres en minuscules, en majuscules, en minuscules, en majuscules. Je sais pas si du coup Et ça un va. peu d'étoiles. Voilà, des petites étoiles et tout, parce qu'on n'avait pas encore tous les emojis et tout ça, mais on pouvait faire plein de trucs, un tiret haut, un tiret milieu, un tiret bas, un truc, bref. Et donc, on a cette vision-là du blog, mais en fait, le blog, c'est pas du tout ça aujourd'hui, c'est vraiment hyper puissant pour faire travailler son site, pour le rendre visible sur des mots-clés vraiment qui sont pertinents, pour pousser le référencement de certaines pages internes de notre site. Moi, par Mhm. exemple, j'ai une page qui est vraiment locale pour la création de sites web à Marseille. Eh bien, je vais pousser le référencement de cette page-là en créant des articles autour de la création de sites web à Marseille, ou même aussi des articles sur Marseille et ainsi de suite. Et je vais tourner autour du sujet. Et à chaque fois, dans cet article de blog, je vais renvoyer un lien vers la page que je veux Que tu pousser. veux. Voilà. Donc, et on peut faire ça pour absolument tous les métiers, tous les domaines. Donc, le blog, pour montrer en plus qu'une entreprise vit. Alors, Mhm. il y a le double tranchant du blog, on va dire, c'est que si on en a un et qu'il est jamais à jour, par contre, l'effet est inverse. Ça fait un peu cimetière. Ouais, voilà. Donc dans ce cas, autant mettre des articles. Ce qui est bien, c'est qu'on peut Mhm. enlever la date, au pire. Mais Ouais. voilà, mais plutôt que d'avoir des articles qui datent d'il y a 3 ans, voilà. Mais vraiment, hein, c'est très très sous-coté. Voilà. Donc voilà, le blog sous-coté utilisé, donc notamment pour le référencement, comme tu viens de l'indiquer. Le référencement, c'est aussi pas mal d'actualité. Mhm. Euh, avec l'explosion de l'IA, des recherches faites via les discussions avec l'IA, l'intelligence artificielle. Toi, est-ce que tu vois déjà une différence? Et quel est ton œil là-dessus? Est-ce que tu penses que justement l'IA va faire baisser le référencement euh, actuel sur Google, par exemple? C'est un gros débat et un débat en plus qui existe entre les experts qui, d'après que je lis, ne sont pas toujours d'accord. Moi, après, je me considère pas en tant qu'experte SEO. C'est quelque chose que je sais faire, que je peux apporter, mais après, il y a des gens derrière, ils ont vraiment une analyse qui est beaucoup plus poussée, etc. Moi, je trouve ça bien déjà de pouvoir l'annoncer et de savoir où sont ses limites, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui ne va pas changer, je pense, dans le SEO, même si à côté on dit que les gens n'auront plus de résultats sur les moteurs de recherche, ils vont faire que des demandes à Gemini ou à ChatGPT. Maintenant, quand on fait en plus une requête dans Google, on peut avoir la réponse sans même avoir à cliquer sur le site. Donc tout ça, ça porte des noms qui sont assez, genre le SGO, le machin, le truc, le bidule. Bon, franchement, même moi, je les retiens pas.
Parce que je me suis pas concentrée vraiment là-dessus. Parce que je sais, et j'ai lu aussi en me renseignant, et j'ai confiance là-dedans, que ce qui démarquera toujours un bon référencement, peu importe si après il va être affiché sur ton site, dans les résultats Google ou dans les résultats d'une intelligence artificielle, c'est le fait de parler à l'humain en premier et de vouloir lui donner le plus simplement possible et le plus rapidement possible les réponses aux questions qu'il pose. Donc après, peu importe où ce sera affiché, on sera Ouais. en référence et on sera en source. Et par exemple, moi j'ai déjà noté que je peux avoir des personnes qui arrivent sur mon site et qui viennent de ChatGPT. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont posé une question à un moment donné, que Hmm. l'info a été trouvée quelque part, peut-être sur mon site, et Ouais. que j'ai été citée en source et que la personne a été voir. À cliquer depuis ChatGPT Voilà. pour une. Ok. Donc c'est assez naissant. Hmm. On analyse ça, les experts sont pas d'accord, moi j'ai ma vision, et après, ben, l'avenir nous le dira. Voilà, c'est normal de pas être d'accord. C'est la naissance Oui, de ce type de recherche. Et puis, il y a tellement de choses qui se passent et qui vont se passer que. voilà. Mais je sais qu'il Voilà. y en a qui crient, qui disent, ouais, le SEO est mort, le SEO est mort. Non, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, si je peux citer une personne que j'adore et qu'il faut suivre en SEO, c'est Amandine Barthes, qui fait le SEO sans migraine et qui explique très très bien ces choses-là. Elle, c'est une vraie experte, carrément, vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Et vraiment, elle explique très très bien ce qui est en train de se jouer et je suis assez d'accord avec elle. Voilà. Très bien. Et ben on regardera. Et puis, tu pourras nous partager le lien, bah, notamment sur tes réseaux pour qu'on puisse aller voir. Bien sûr. Euh, Dernier petit sujet, toujours autour de l'intelligence artificielle. Donc, tu parlais, on parlait du site internet. Il n'y a pas longtemps, tu as réagi aussi sur justement Canva ou Canva, ça dépend comment on l'appelle, qui maintenant propose de faire des sites internet en quelques clics. Hmm. Euh, j'ai vu que Ben, toi, ça t'inspirait pas trop. Pourquoi? bah, en fait, Canva propose maintenant, comme d'autres outils, parce que j'ai testé d'autres outils, propose où en fait, bah, tu balances un prompt. Tu dis par exemple, je suis une pizzeria de telle et telle ville, dans tel et tel arrondissement, machin, je fais ça, 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 et hop, je voudrais un site internet. Et là, le truc, il réfléchit, mais alors, une minute, hein, et il te sort un site internet. Et donc là, j'ai testé trois outils, j'ai testé Canva, puis Canva, j'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir pour me demander des conseils alors que leur site était sous Canva. Je dis, moi, en fait, c'est bon, c'est pas possible. On va recommencer. C'est un problème, c'est un problème d'outils. Et je crois qu'il y avait HubSpot aussi, et puis Wonder George, ce genre de trucs. Bref. Euh, Comme ça, c'est comme les marques à la télévision, j'en cite trois, comme ça on a le droit. Et en fait, ben, j'ai voulu tester parce que je me suis dit, c'est pas possible, on n'arrête pas de me dire encore une fois que je vais être remplacée. Je dis, mais en même temps, moi, on me prévoit le grand remplacement des développeurs de sites web pour la petite note d'humour politique depuis 2006. Donc ça veut dire depuis que que j'ai fait mes études. Donc je me dis, bon, je suis rentrée dans un métier, on me disait déjà ça. Et j'attends toujours. Alors là, je dis, bon, allez, quand même, on va tester ça. Mais en fait, non. Ce qui se passe dans ces outils-là, c'est qu'en fait, il y a deux choix. Soit tu arrives sur quelque chose qui est extrêmement figé et qui en fait ressemble à tout le reste, à tes voisins, l'agencement. En fait, il y avait même un outil, j'ai testé plusieurs fois, plusieurs sites et c'était exactement le même agencement à Ah chaque ouais. fois. Ah oui, oui, oui. Des fois, en plus, il te génère aussi le contenu par intelligence artificielle, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, Google pénalise le contenu qui a été justement généré par intelligence artificielle. Donc, il est vraiment dans une optique de people first, hein, voilà. Donc, et c'est quand même Ouais. encore c'est géant, hein, donc voilà. Et donc, non seulement c'est quelque chose de très figé, ou alors c'est quelque chose qui donne une base, et là, on va pouvoir retravailler dessus. Mais si une personne qui n'y connaît rien prend la base et retravaille dessus, qu'est-ce que ça apporte de plus aujourd'hui que des outils qu'on peut avoir sur Hostinger ou sur Wix ou sur Squarespace, etc., où on part sur une base, un thème, et on Mm. modifie les choses derrière. Et on voit bien que la problématique, elle est la même. C'est que si une personne retravaille derrière et qu'elle n'y connaît rien, elle va pas faire attention ne serait-ce qu'aux performances de son site internet, qui joue sur sa visibilité, sur son référencement et sur l'expérience utilisateur. Un truc tout bête. Elle va pas faire attention à la hiérarchisation de ses pages, titres, sous-titres, paragraphes, etc. Donc, on va avoir des sites qui sont mal construits,
invisible, inutile. Et aujourd'hui, avec les outils que j'ai pu tester, c'est ce que je constate. Alors pareil, l'avenir, peut-être que dans 10 ans, quelqu'un réécoutera ce podcast et dira, mais elle était complètement frappée, celle-là. Ou elle avait totalement raison. On verra bien. Mais en tout cas, avec les tests que j'ai faits aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose aux outils qui existent déjà depuis des années et pour Mm. les qui nous ont toujours pas remplacé, nous, les êtres humains, avec un cerveau. Voilà. Donc, donc tu conseillais voilà, que peut-être le site internet, c'était pas nécessaire à tous les micro-entrepreneurs. Et justement, si quelqu'un se disait, bah ouais, mais j'ai pas les moyens de me faire un site, est-ce que tu conseillerais quand même de passer par cette solution que voilà, qui semble ne pas apprécier? Est-ce que tu dirais, oui, bon, bah, en fait, allez-y, ça peut toujours dépanner. Moi, je dis, faites et essayez. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, si la personne a envie et qu'elle n'a pas le budget, ok. Mais pas dans la durée. Hmm. C'est-à-dire que faites ça OK pour au départ, pour commencer, voilà. Mais il y a un moment donné où quand vraiment le site, si après ça devient vraiment, vraiment un outil à utiliser au quotidien pour développer son entreprise ou sa notoriété, etc. Là, par contre, faites appel à des professionnels qui, eux, auront vraiment une vision beaucoup plus globale du projet et de son avenir. Voilà, on va tracer son avenir. On va pas juste avoir un site à l'instant T, une fois qu'il est en ligne, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non. Il y a tout plein de processus derrière pour le faire vivre. Voilà. Donc, commencer, tester, et puis voilà. Très bien. Merci pour cet avis, Caroline. Alors, avant de passer sur un sujet qui te tient à cœur, hein, qui est la santé mentale, et puis là, plus précisément, la santé mentale dans l'entrepreneuriat, je te propose qu'on fasse un petit quiz musical, parce que bon, j'ai pu constater que tu avais des goûts musicaux très sympas. Mhm. Et du coup, je te propose un petit jeu euh, pour savoir quelle chanson tu écoutes à quel moment voilà, de la journée. Donc, la première, je te demande quelle est la chanson que tu écoutes quand tu veux te booster au travail? Ah, alors, ce qui est difficile, c'est que je n'ai pas forcément un style de musique. Et franchement, je peux écouter de tout, allant du classique au black metal hurlant, qui me rappellera mes années lycée. Euh, donc, du coup, c'est très, très variable. Mais en ce moment, j'écoute Rebecca Warrior. Ok. Beaucoup, qui a fait qui a participé au groupe Sexy Sushi, j'adorais ça, Ah, et ah. qui maintenant est avec Vitalik dans le groupe Compromat. Donc on est sur de l'électro, et franchement ça booste bien. Mais il y a plein d'autres choses, hein. Maintenant, on parle plus de se booster, on parle de se concentrer. Quelle serait la chanson que tu écouterais quand tu veux te mettre en deep focus? Alors, ben justement, je tape Deep Focus dans Spotify et je suis sur une playlist avec des sons binauraux et qui m'aide énormément. Et je suis incapable de te donner un seul nom d'un groupe qui est dans cette playlist. Mais par contre, ouais, non, elle s'appelle Deep Focus, vraiment. Et elle fonctionne du feu de Dieu. Mais là, par contre, si j'ai besoin vraiment de me concentrer, je vais pas utiliser une chanson que je connais. Parce Ouais. que je vais chanter ou je vais marmonner, voilà. Donc ou alors je vais me lever et je vais danser. Donc là, c'est pas, voilà, c'est pas le bon moment pour la concentration. Non, voilà. Mais Deep Focus, vraiment, les sons binauraux, je les C'est vrai conseille, que ça quoi. marche bien. C'est vrai que ça Ah ouais, marche c'est bien. super. Euh, Quand tu as passé une sale journée, et ça arrive, Hmm. qu'est-ce que tu écoutes comme chanson? Hmm. Alors, je peux aller sur un bon petit Radiohead, Karma Police, déjà parce que c'est la chanson de mon mari et moi, voilà, et je sais que c'est le genre de truc où je vais vouloir pleurer. Et quand je pleure, ça me fait du bien. Ou alors j'ai tout ce qui peut être rock triste, j'aime bien. Comme bah, il y a une chanson aussi de System of a Down qui est Lonely Day. Et celle-ci, je l'adore. Voilà, c'est un groupe que j'adore, mais en plus, voilà. En fait, si j'ai besoin de relâcher à la fin de journée, je vais essayer genre, je vais pas bien. Allez, allons On jusqu'au bout. continue. Allons jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à bien chialer. Et puis voilà, ou alors il y a des chansons d'Oasis ou tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment le D'accord. choix. Et puis, une dernière pour terminer.
La chanson quand tu veux fêter un nouveau client. Ah, c'est bizarre, ça, je fête pas les nouveaux clients. Généralement, je les fête en faisant des vocaux à mes copines. Mais alors, de la Ouais. musique, pour fêter un nouveau client, franchement, je sais pas. J'ai pas de truc qui viendrait là, comme ça, un peu festif. Waouh, ou alors, si j'ai envie de m'amuser un petit peu, je vais aller sur du Jul, parce qu'on est en direct de Marseille, et que les enfants adorent, et que du coup, là, on va peut-être pouvoir se lâcher. Pourquoi pas aller. Voilà, pour célébrer le nouveau client en famille. Voilà, et comme quoi on peut, tu vois, vraiment être dans tous les styles musicaux. Là, c'est vrai que tu as ratissé très très large. Ah ouais, ouais. Super. Eh bien, pour les auditeurs, hein, c'est pareil. Voilà, n'hésitez pas à commenter sous le podcast. Voilà, quelle est la chanson que vous écoutez quand vous avez un nouveau client pour célébrer ce nouveau client. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Maintenant, on va passer à un sujet qui tient à cœur, qui est la santé mentale, notamment le SSPT et l'impact que ça peut avoir sur ta vie d'entrepreneur. Mm. Déjà, rapidement, est-ce que tu peux nous introduire qu'est-ce que c'est qu'un SSPT? Ouais. Alors, c'est un syndrome de stress post-traumatique. À tes souhaits, Caroline. En fait, c'est des traumatismes qui sont créés. Alors, il y a deux types de SSPT. Le SSPT simple, c'est-à-dire qu'il y a un événement, un trauma, un événement qui est généralement assez violent, ça peut être un accident de voiture, une agression, etc. Et on va rester très longtemps avec des flashbacks de ce moment-là et un état d'hypervigilance. C'est-à-dire qu'on, par exemple, bah, si du coup on repasse à côté de voiture alors qu'on a eu un accident de voiture, on va être vraiment dans une peur incontrôlable, une angoisse, un truc, voilà. Et on a le SSPT qui est complexe. Et moi, c'est de ça que je souffre au quotidien. Et il est beaucoup plus subtil et en plus, il s'aggrave avec le temps. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on sait. C'est vrai que le SSPT, on peut se dire, voilà, on sait, ça vient d'un accident de voiture. Donc, des fois, Hmm. s'il y a on sent qu'on va pas bien après, on peut se raisonner et dire, bon, il faut peut-être que j'aille consulter, etc. Le complexe, il est plus difficile parce que ça vient en fait d'expériences répétées et cumulées dans l'enfance qui sont pas forcément extrêmes mais qui sont constantes et qui Mhm. sont comme par exemple vivre la critique constante, être rabaissé constamment en tant qu'enfant, vivre dans le stress, l'insécurité en tant qu'enfant. Donc ça veut dire que pendant que le cerveau se développe, il y a aussi, donc ça peut être par exemple bah, des enfants donc, qui ont été maltraités dans leur enfance, soit par la famille, les parents, etc. Ou alors bah, les personnes qui ont aussi vécu le harcèlement scolaire. Donc Ouais. ça peut parler aussi, on en parle aussi de plus en plus, c'est important. Ça peut avoir des répercussions après à l'âge adulte. Et ou alors si on a été témoin de conflits, par exemple quand il y a des problèmes au sein de la famille, les parents qui se disputent énormément, peut-être des cris, etc. Ben, en fait, ça peut marquer l'enfant sur le temps. Et donc, ça modifie la perception qu'on a de soi et des autres. Et donc là, on peut voir en quoi, avec l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est que ça peut créer énormément de symptômes d'anxiété très Hmm. forts, donc un certain épuisement, parce que quand on est anxieux, en fait, le cerveau, il tourne tout le temps. Et quand on est vraiment épuisé, il y a des moments de figement, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus. On n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à s'y mettre. Il y Ouais. a aussi tout ce qui est symptômes, la dépression. Donc là aussi, on imagine bien que quand on est à son compte, de voir à un moment donné être dans un état dépressif et de ne pas avoir de filet de sécurité alors qu'on doit s'arrêter de travailler parce qu'on n'est vraiment pas bien, ben on peut voir de suite les problèmes que ça peut créer. Ça peut créer des troubles du comportement alimentaire, de la dissociation, des difficultés relationnelles et voilà. Et chez toi, moi, tu parles en connaissance de cause. Chez toi, comment ça se manifeste? Est-ce que c'est quelque chose qui se manifeste au quotidien ou est-ce que ça va être des périodes qui viennent très espacées, par exemple? Alors, c'est des périodes qui arrivent et qui peuvent durer plusieurs jours. D'ailleurs, là, ben, j'en sors. Je sors d'une période d'à peu près une semaine avec beaucoup, beaucoup d'anxiété, où ça a été vraiment par vague. Des moments où ça allait mieux, donc j'ai pu en plus travailler, etc. Mais des moments où quand j'étais vraiment bas de chez bas, ben, je ne pouvais plus travailler, j'ai dû m'arrêter. Et par exemple, là, c'était il y a 2 jours où j'ai vraiment, enfin, c'était impossible pour moi, c'est-à-dire que j'étais
dans une dissociation. Donc ça veut dire que je cherchais à me déconnecter de mes sensations, de mes Mhm. émotions. Et donc pour ça, j'ai des outils qui sont très mauvais, mais que je prends, qui vont être, comme plus je travaille sur Internet, ça va être le fameux doom scrolling. Donc les réseaux sociaux avec ces vidéos Instagram qui font semblant en fait qu'elles apportent un plaisir sur le moment parce que c'est un truc drôle et on rigole, mais en fait et on défile et on défile et on défile comme ça. Et d'ailleurs, si on veut relier ça au design, celui qui a inventé le scroll infini, je crois que lui, il nous a pas fait du bien. Alors il a fait du bien pour les applications et les sites web qui l'utilisent parce qu'en fait on reste plus longtemps dessus et on voit à quel point en Clairement. fait le design impacte aussi nos comportements. Et donc, il agit forcément sur notre fonctionnement du cerveau. Parce que sinon, si on avait ce truc où on fait page 1, page 2, page 3, comme on pouvait avoir avant, Mm. ben, le fait d'attendre la nouvelle page, ça nous fait quitter plus facilement en fait le site web ou l'application. Alors que là, maintenant, on est sur des trucs où on Ouais, finit jamais. tu peux passer la journée dessus. Complètement. Et c'est très mauvais pour la santé mentale. Surtout quand on a déjà des fragilités à cet endroit-là. Ouais. Et justement, comment ça influence sur ton travail? Tout à l'heure, tu viens juste de nous dire un instant que tu avais pu quand même travailler malgré bah, ce coup de mou. Mm. Est-ce que des fois, c'est une influence plus forte sur ton travail ou justement tu vas pas pouvoir faire la prestation qu'on t'a demandé de faire, tu vas peut-être pas te lever le matin? Alors généralement, ça ne me met pas en retard sur mes projets parce que l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que par exemple, si j'ai pas pu faire un projet à temps, au moment où vraiment, bah, comme là il y a 2 jours, où en fait il y a eu toute une après-midi qui était impossible pour moi de travailler, je n'arrivais pas à me décrocher de mon canapé et de mon téléphone et enfin vraiment le truc shut down quoi, vraiment. Et alors l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que quand même, vers 17 heures, j'ai eu un élan où ça allait un peu mieux et j'ai travaillé à ce moment-là. Chose qu'on ne Hmm. peut pas nous permettre en tant que salarié. Et moi, ça m'arrive Ouais. de travailler aussi le samedi, le dimanche, les jours fériés, parce qu'en fait, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que je peux avoir cette modularité du temps qui fait que ça n'impacte pas mon travail d'avoir ce problème de santé mentale. Par contre, ça a impacté énormément mon salariat, voilà, par des arrêts maladie qui pouvaient durer des fois plusieurs semaines, parce que bah, c'est plus difficile de reprendre dans un rythme 9h, 18h, non-stop, très, Est- très rigide. Est-ce que ça a été une des raisons qui t'a fait quitter le salariat, justement? Complètement. Complètement. Moi, je pense que à l'époque, aujourd'hui, je réfléchirais un peu plus différemment, mais à l'époque, il y a 5 ans, c'était impossible pour moi de reprendre un emploi salarié. Vraiment impossible. Et voilà, pour quelle raison, quelle a été la grosse différence? Bah, je pense que c'est vraiment ce truc d'accepter les moments où c'est impossible de travailler et par contre, de surfer sur les vagues à un moment donné où ça va bien, de bien-être, qui sont totalement en décalage avec la rigidité du salariat. C'est-à-dire que le salariat, on doit y être à 9h, 18h ou 17h, j'en sais rien. Euh, Mhm. et, euh, et en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Je peux pas dire, bah, cet après-midi, ça va pas. Bon, bah, je travaillerai plutôt ce soir, je prends mon ordi avec. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, en tout cas, d'entreprise qui permette ça. Et puis, après, il y avait l'autre poids de la maternité aussi, qui fait que bah, c'est en plus des choses assez rigides, c'est-à-dire que les enfants, ils mangent quand même à une certaine heure, il leur faut quand même un cadre. Il y a l'école à gérer, enfin, la nounou, la crèche à Ouais. l'époque, etc. Donc il y avait trop de cadres rigides, j'étais trop dans des trucs trop rigides, et du coup, sans avoir cette possibilité de souplesse, c'était impossible. Je n'ai pas réussi, c'est-à-dire que moi, en fin 2019, un matin, j'ai amené ma fille à l'école, j'ai amené mon fils chez la nounou, parce que c'était ma course du matin, hein, et je suis rentrée chez moi où normalement j'avais un petit quart d'heure de battement où là je faisais vite du rangement et tout, donc bref, je m'arrêtais jamais avant de repartir au boulot. Où là, en fait, je suis rentrée, je me suis posée sur mon canapé et j'ai pas pu me relever.
D'accord. Donc c'était et depuis t'es jamais retourné Et à ton depuis, je suis emploi jamais salarié. retournée. Après, il y a eu un arrêt maladie. Enfin, je crois que je suis retournée une fois et après, je me suis remis en arrêt parce que vraiment, voilà, ça n'allait pas. En plus, dans l'entreprise où j'étais, je sentais bien qu'ils avaient plus vraiment envie que je travaille pour eux, mais ça tombait bien, j'avais plus vraiment envie de travailler pour eux. Mm. Mais le temps qu'on trouve un accord et puis une issue. Après, il y a eu le Covid, Ouais. le confinement, et donc où je suis passée d'un arrêt maladie à l'arrêt enfin, le chômage technique avec le confinement. Et en fait, je ne suis jamais retournée travailler avec le confinement, après le confinement. Voilà. Et est-ce que tu dirais que justement la micro-entreprise, ça a pu t'aider au niveau de ta santé mentale? Oui. Ou est-ce que c'est... Ouais. Ça a été libérateur. Alors, du coup, au départ, je me posais énormément de questions parce que je me disais, quand même, Caroline, tu es très anxieuse, tu es dans un stress pas possible, et pour autant, tu te mets dans une situation avec le moins de sécurité. Mais après, là où j'ai trouvé ma sécurité, c'est dans notre foyer. Encore une fois, on a une maison donc j'ai pas de prêt immobilier à resigner en tant qu'entrepreneur. On a réussi à signer juste avant, juste avant que je perde mon emploi. Quand je l'ai dit à mon Malin. conseiller de banque, il était très amusé de ça. Mais et je sais plus exactement ce que j'étais en train de dire. Oui, et puis on a eu un accord avec mon mari sur notre organisation à deux pour les enfants. On s'est bien arrangé, bien accordé là-dessus, et on a créé notre sécurité dans notre cocon familial. Et en fait, malgré l'insécurité en fait des revenus, etc., ça m'a créé une sécurité intérieure en termes de qualité de vie, de gestion de mon temps. J'ai énormément gagné en qualité de vie. Moi, je pense que ça m'a sauvée. On va dire, allez, on va utiliser les grands mots. Mais non, vraiment, je pense que l'entrepreneuriat, ça m'a sauvée. Bah, c'est excellent comme témoignage et c'est vrai que avec les premiers a priori, c'est que en micro-entreprise, comme tu viens de le dire, c'est plus compliqué par exemple de s'assurer un emprunt immobilier. Si on est malade, ben, il n'y a pas d'arrêt maladie possible. Contrairement à l'entreprise, souvent on est seul, donc en entreprise on peut vite mettre la case burn-out, la cocher et puis trouver bon, la faute au travail, à l'employeur, alors que quand on est tout seul, on peut vite se regarder dans le miroir, que ça peut soit plus compliqué. Et toi, à l'inverse, bah, tu nous expliques que c'était libérateur Mm, et que tu as réussi justement à trouver ta voie grâce à cette liberté, à cet équilibre avec la famille. mm. Euh, Justement, est-ce que tu as des stratégies à partager aux micro-entrepreneurs? Parce que la santé mentale, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui va dire, voilà, qui va s'avouer ou qui va le dire, le crier sur les toits qu'il a un problème, et ça, ça s'entend. Mais est-ce que toi, tu aurais des conseils aux personnes qui seraient auto-entrepreneurs et sur des stratégies au quotidien pour affronter Alors, tes journées? ouais. Alors déjà, le plus grand conseil que je peux donner, mais qui va pas toucher tout le monde, je pense, c'est aller en thérapie. Même si vous pensez ne pas forcément en avoir besoin ou si vous pensez qu'il faut être malade pour y aller. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, c'est se questionner sur soi, sur ses a priori, sa façon de penser, sur son vécu. Et ça permet vraiment d'avoir, de travailler un futur qui est meilleur. Voilà. Aller en thérapie. Mais sinon, après, pour les tips du quotidien, moi, j'ai vraiment une boîte à outils. Quand vraiment je sens que j'en ai besoin, il y a tout ce qui est déjà du temps pour soi, mais du temps pour soi qui ressource. Parce que du temps pour soi, genre être devant la télévision à regarder pour la troisième fois la série Viking pour éviter d'écouter ses pensées. Ouais. Ça peut paraître être du temps pour soi parce que on n'est pas en train de travailler, mais ce n'est pas ressourçant. Mais essayer de trouver les éléments qui vraiment nous ressourcent. La Mhm. marche, aller marcher, faire du sport, courir, musculation. Moi, je fais de la marche et de la musculation. Yoga, peut-être, si ça vous convient. La méditation. La méditation, il y a des trucs en plus sur Spotify, des méditations genre 10-15 minutes qui permet en milieu de journée juste de faire pause, mais une vraie pause où en fait on se recentre sur soi. On n'écoute pas la radio, on n'écoute pas, enfin, on n'est pas obligé d'être concentré quelque part, on n'est pas en train de réfléchir parce qu'en fait
En plus, je pense que je parlerai à tous les entrepreneurs là. On a souvent des cerveaux qui s'arrêtent jamais. En fait, on Mm. a toujours des idées. On prend une douche, on a une super idée sous la douche et on leur dit mince, où est-ce que je vais la noter celle-là? Mais on a, je pense, un truc où c'est toujours dans les moments où on pense, enfin, on pense le moins avoir d'idées qu'en fait les idées elles viennent toutes seules. Et donc il y a ça. Ça peut être d'autres activités créatives, la peinture, le dessin, même si on se sent nul, hein, c'est pas un souci, on le fait pour soi, vraiment Ouais. juste pour soi. Donc prenez des temps pour vous ressourcer intérieurement et pas juste un temps libre. Voilà, c'est pas un temps libre, c'est un temps pour vous, c'est différent. Voilà, et c'est pas un temps non plus pour la famille. Le temps, genre je travaille plus, je suis en train de faire un truc genre ménage ou m'occuper des enfants ou faire le Le repas. repassage, ouais. Ce n'est pas un temps libre. C'est- Mm. Ah, voilà. Tu parlais de dessin à l'instant. Mm. Justement, tu dessines, toi Ouais. aussi, pour ton plaisir. Et sur ton compte Instagram, tu as deux comptes Instagram, un chargé de Ouais. ta com qui est professionnel, et puis tu en as un deuxième qui est dédié justement au SSPT, où là, c'est tes illustrations, où tu donnes des conseils, tu partages ton histoire. Donc, bien évidemment, on va le partager en description de cet épisode, hein, pour les personnes voilà, qui veulent approfondir le sujet. Ces dessins, justement, c'est ce que c'est un peu ton échappatoire. Ouais, moi j'ai toujours dessiné, je me rappelle encore quand j'étais collège, lycée, où je dessinais toujours des personnages et tout ça. Et après j'en ai fait, au départ c'était, je faisais des petites bonnes femmes parce que je voulais être styliste au collège. Bon, pas viré styliste, mais ça a changé un peu plus tard. Mais après du coup j'ai toujours, en fait, dessiné des moments de vie avec des petites BD. Et c'est vrai que quand j'ai eu... alors, j'essayais toujours de mettre de l'humour dedans et des moments de vie qui pouvaient être... enfin, en fait, si on les regarde, assez dramatiques, mais pour autant qui peuvent être... voilà, que j'ai essayé de tourner un peu plus en humour. Bon, c'est pas toujours facile, mais... et quand j'ai eu ce diagnostic de SSPT, en même temps, quand j'ai commencé à aller mieux, parce qu'il y a eu une grande période de ma vie où j'ai arrêté de dessiner. Après l'IUT, où vraiment ça a été un peu plus difficile et tout ça, de retrouver du temps pour ça. Et quand j'ai commencé à avoir un suivi psychologique autour de tout ça, là j'ai repris vraiment le dessin et donc je voulais parler du SSPT. Et l'avantage de ce compte aussi et du dessin ou de la peinture en général que je peux faire, c'est que je peux avoir, c'est pas un truc comme on dit professionnellement, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit régulier, il faut dire deux, trois publications par semaine et on lâche pas, etc. Là, il y a Ouais, des fois, je lâche pendant des mois, il n'y a rien du tout. Et puis un jour, pouf, je repop là, je repop sur ton feed. Et parce que je le fais vraiment sans aucune pression, c'est 100% plaisir et 100% zéro pression. Et voilà. Mais ça a toujours et été une... t'as l'impression d'aider des personnes en faisant ça? Oui, 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 parce que je peux parler du sujet, je peux sensibiliser. J'ai beaucoup, me suis fait beaucoup de personnes avec qui on a discuté aussi en privé derrière et qui vivaient la même chose, qui pouvaient être suivies ou pas, ça dépend, hein. Des personnes Mm. qui aussi, en voyant les symptômes que je pouvais décrire, se sont dit, mais moi aussi, je pense qu'il y a quelque chose et qui ont du coup entamé un suivi, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, en étant auto-entrepreneur et en travaillant dans la santé et le soin, ben en fait, et en plus, et la santé mentale, hein, parce que je Mm. travaille aussi dans le milieu de la santé mentale, et du coup, ça me permet, moi aussi, de me sentir bien en me disant, ben en fait, ce truc-là qui peut être difficile au quotidien, j'en fais quelque chose, et il y en a d'autres qui peuvent se l'approprier et aussi s'apporter quelque chose avec de bien. Voilà. Super. Super. On va arriver, on va arriver à la fin de cet épisode, Caroline. On va clôturer sur la question que je pose à tous les invités. C'est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésite? Donc, qu'elle le fasse, c'est qu'elle arrête d'hésiter. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup des fois de procrastination et c'est vrai que moi aussi, avant de me mettre en auto-entrepreneur, malgré tout, c'est une pensée que j'ai eue pendant très très longtemps. Je pense que peut-être je devrais ça, ah, je devrais essayer ça. Mais en fait, à chaque fois, j'avais peur. J'avais peur. Et en fait,
si on se lance pas, on peut jamais savoir. Et je pense qu'aux personnes-là, que si elles ça tourne dans leur tête et qu'elles osent pas, bah, peut-être que, si elles le font jamais, elles auront plus de regrets à n'avoir jamais essayé, plutôt que d'essayer et puis même derrière si ça marche pas du premier coup, peut-être revenir au salariat et peut-être que la deuxième fois avec un autre apprentissage, elles feront peut-être pas les mêmes erreurs et que ça marchera. De pas se mettre la pression, c'est pas enfin voilà, si ça marche pas, et ben, on refait autre chose et on reviendra et voilà et en fait la vie elle est faite de ça et j'ai envie de dire faites. Voilà, bah, merci pour ce beau conseil. N'hésitez pas à vous lancer. Voilà, il n'y a rien à perdre et il y a de bonheur à trouver que de risques à prendre. Je pense. Euh, Merci beaucoup d'être passé au micro du podcast Auto-entrepreneur. Caroline, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Ben merci à toi vraiment et puis moi c'était vraiment aussi un vrai plaisir et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront se retrouver dans tout ça et à qui ça parlera. Voilà. Voilà, et puis je le répète, on mettra en commentaire les liens vers tes comptes Instagram et surtout vers celui pour le SSPT. Mmh. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager et puis on se fera un plaisir d'y répondre avec Caroline. À bientôt. À bientôt. Merci Salut beaucoup. Caroline. Salut. Avec Caroline, nous avons abordé un sujet important et parfois même sensible qui est celui de la santé mentale en micro-entreprise, en freelance. C'est un sujet très vaste et peut-être pas encore très exploité. C'est pour cela que je vous invite à nous contacter, que ce soit Caroline ou bien le portail Auto-entrepreneur sur les réseaux sociaux, si vous avez envie de parler de votre situation en tant que micro-entrepreneur, si vous avez envie de partager vos soucis. Voilà, on est là pour vous écouter et puis pour tenter aussi de vous apporter des solutions pour que votre expérience en freelance soit la meilleure possible. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec une superbe invitée qui est chauffeur de train et qui à côté a une micro-entreprise pour sa passion. Je vous invite à découvrir ça très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.